Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc on attaque la deuxième partie du chapitre H2C de 1940 jusqu'à aujourd'hui, la chute et la refondation de la République. Donc cette deuxième partie commence avec la collaboration économique. Nous avons vu que la France a perdu la Seconde Guerre mondiale en 1940, qu'elle a donc signé l'armistice, le maréchal Pétain a signé l'armistice, il a mis en place un système de collaboration et un système de réforme avec notamment la Révolution nationale. Ce que nous allons voir maintenant, c'est la collaboration économique qui a été mise en place avec l'Allemagne nazie. Donc je vous montre la troisième partie de la vidéo et vous répondez aux questions directement sur votre cours. Donc on en est ici, on est là. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. La France. Mais il faut aussi savoir que Pétain et le régime de Vichy, ils collaborent volontairement avec l'Allemagne nazie. Et cette collaboration entre la France et l'Allemagne, elle est d'abord économique. Bien sûr, dans la plupart des pays occupés, les Allemands organisent eux-mêmes l'accaparement des ressources, c'est-à-dire les productions agricoles, comme le blé, et les productions industrielles, comme les voitures par exemple. Alors on dit accaparement, mais ça ressemble un peu à du vol quand même. Mais pour s'accaparer toutes ces richesses, il faut du monde. L'aubaine pour les Allemands, c'est que l'État français le faisait tout seul. C'est ça qu'on appelle la collaboration économique. L'État français devait donner 55% de ses revenus aux Allemands pour payer les frais d'occupation, mais aussi 40% de sa production industrielle et 15% de ses productions agricoles. Et en 1942, quand les Allemands ont commencé à perdre la guerre, ils demandaient toujours plus. Ils réclamaient par exemple l'envoi de 250 000 travailleurs français. Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, a alors négocié un accord. Contre 3 travailleurs envoyés, un soldat français prisonnier pouvait rentrer chez lui. Ce système, organisé par l'État français, s'appelle la relève. Et au début, c'était basé sur le volontariat. Alors évidemment, les gars étaient pas hyper chauds pour s'engager, quoi. Donc le 4 septembre 1942, le gouvernement de Vichy crée le STO, le service du travail obligatoire. Ça concernait tous les Français de 18 à 50 ans et les Françaises de 21 à 35 ans. En 1943, on compte jusqu'à 600 000 travailleurs français en Allemagne. Le régime de Vichy collabore aussi activement au génocide des Juifs organisé par les nazis. Très bien, alors on va répondre aux questions. Donc le régime de Vichy et Pétain collaborent-ils volontairement avec l'Allemagne nazie? Oui. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps de noter. Quelles sont les ressources qui sont accaparées par les Allemands dans les pays occupés? Donc les ressources agricoles, mais aussi industrielles. Quelle part de ces revenus l'État français doit donner aux Allemands? Donc c'est 55%. Quelle part de la production industrielle devait être donnée aux Allemands? Je crois que c'est 40%. Attendez, je vérifie. C'est ça, 40%. Quelle part de la production agricole devait être donnée? Donc 15%. C'est énorme. Vous imaginez, tous les revenus français, 55% devaient aller... 55% des ressources devaient aller... C'était impressionnant. Combien de travailleurs français ont été demandés? Donc 250 000 au départ. Qui est le chef du gouvernement de Vichy? C'est Pierre Laval. C'est le ministre de Pétain, L-A-V-A-L. Quel est l'accord qui est fait avec les travailleurs? Eh bien, donc, 3 travailleurs envoyés égale 1 soldat prisonnier libéré. Comment s'appelle cet accord? Ça s'appelle la relève. Qu'est-ce que le STO? Eh bien, c'est le service du travail obligatoire. Donc, c'était obligatoire. Vous ne pouvez pas... Avant, c'était volontaire. Là, vous n'étiez plus volontaire. C'était obligatoire. Service du travail obligatoire. Et comment trouve-t-on des travailleurs... Combien trouve-t-on de travailleurs français en Allemagne en 1943? Il y avait plus de 600 000 travailleurs français qui étaient en Allemagne en 1943. Voilà donc pour la collaboration économique. Donc, vous voyez que cette république, elle a complètement chuté et collaboré avec l'Allemagne nazie. Petit D... la résistance. Les combats de la résistance. Donc, la résistance, elle a aussi été importante. Pas très importante en France, parce que c'était quand même que 2% de la population, mais elle a été importante dans le sens où ça a joué sur la libération du pays. Donc, on va regarder la dernière partie de la vidéo. Vous pouvez prendre des notes donc, sur ce qui est important. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo en entier. Là, je l'ai coupée volontairement en plusieurs morceaux. Les Français ne se sont pas reconnus dans cette collaboration avec les Allemands. Dès l'été 1940, des individus isolés montrent des refus de l'ordre instauré par les partisans de Vichy via des actes de désobéissance. Comme refuser de saluer le drapeau nazi par exemple. Les actes de désobéissance, ils se multiplient et les résistants s'unissent progressivement. Ils vont se rassembler derrière la France libre. C'est un ensemble de gens dont le chef est De Gaulle et qui se donnent pour objectif de lutter contre Vichy et libérer la France de l'occupation allemande. Dans le plus grand des calmes.
Le 18 juin 1940, De Gaulle prononce depuis Londres un célèbre discours à la radio, l'appel du 18 juin. Et que dit-il dans cet appel? Que la guerre n'est pas perdue et que Pétain n'est pas légitime pour demander l'armistice. Selon lui, il faut s'appuyer sur les alliés anglais et l'empire colonial pour continuer le combat. Il demande à ceux qui pensent comme lui de le rejoindre et se déclare chef de la France libre. Il prône la République et la démocratie. Et les débuts sont un peu difficiles. De Gaulle et ses partisans montent un plan en 3 parties. 1. Acquérir un territoire et les ressources qui vont avec. 2. Former une armée et mener les combats avec les alliés anglais et américains. 3. Créer des institutions pour gouverner. Il va commencer par s'appuyer sur des territoires colonisés, comme le Tchad ou le Congo, où les chefs se sont déjà opposés à Pétain. Et à la fin de l'année 40, la France libre dispose d'un territoire de 3 millions de kilomètres carrés et d'une population de 6 millions d'habitants. Brazzaville devient la capitale de la France libre. Avec lui, il y a le général Leclerc, à la tête des soldats de la France libre, qui mène une marche depuis le Tchad vers la Libye et prend Koufra aux Italiens le 1er mars 1941. Même si les soldats de De Gaulle ne mènent pas d'opération militaire décisive, ils donnent de la légitimité à leur chef en participant à plusieurs combats. Et ça paye, puisque le 26 août 1943, les Alliés reconnaissent la France libre comme le gouvernement légitime de la France. Cela fait suite à la création du Comité français de la libération nationale, le 3 juin 1943, à Alger, nouvelle capitale de la France libre. Ce comité se veut être un pouvoir central français unique. Pour les Alliés, cela signe la fin de la légitimité internationale du régime de Vichy. Alors, si De Gaulle a réussi à imposer la légitimité de la France libre, c'est aussi grâce à la résistance intérieure. Dès le début, des gens qui refusaient l'occupation ont fait des actes de sabotage. Mais quand ils se font prendre par les Allemands, la répression est terrible. Victor Vallard, par exemple, a été fusillé pour avoir conservé des armes et agressé des soldats allemands. Les résistants ont des profils divers, mais on trouve beaucoup de jeunes, de travailleurs ou d'étudiants. Ils s'organisent petit à petit en réseau. Ils cherchent des infos sur les positions allemandes, les politiques de Vichy et mènent des actions de sabotage. Certains agissent juste pour la libération de la France, d'autres pour des idées plus larges, comme les communistes ou les chrétiens. Le 27 mai 1943, Jean Moulin, un proche de De Gaulle, unit ses réseaux de résistance sous une même autorité, celle du général de Gaulle et de la France libre. Et à partir de là, les résistants mènent des actions coordonnées et répondent aux appels de sabotage lancés à la radio. Les mouvements de résistance se multiplient, notamment après l'obligation du STO. Les soldats allemands mènent des répressions terribles contre les populations qu'ils accusent de soutenir les résistants. Un exemple, c'est quand les Allemands massacrent 642 personnes dans une église d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1943. Vous avez compris, l'occupation est une période assez complexe, mais qui est super importante à connaître. Du coup, je pense qu'un récap ne sera pas inutile. Alors, donc ici, vous avez un petit encadré dans lequel vous pouvez noter les choses que vous avez comprises. Vous n'avez pas besoin de devenir expert sur cette période, puisque le chapitre, c'est vraiment l'affirmation démocratique de la Révolution française à la Ve République, mais juste comprendre que pendant cette période, eh bien, il y a eu une chute de la République et à quoi c'était dû. Donc, vous pouvez noter qu'il y a eu 2 types de résistance intérieure, résistance extérieure. À l'extérieur, donc De Gaulle gère et va s'appuyer sur l'empire colonial, donc Brazzaville, puis Alger. Il va réunir une armée avec de plus en plus d'hommes et finalement se faire reconnaître comme le chef légitime de la France. En 1943, on ne reconnaît plus Pétain comme le chef légitime de la France, mais bien De Gaulle. Et c'est ce qui fait qu'on dit aujourd'hui, et que tout le monde dit aujourd'hui, la France a gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, elle l'avait perdue en 1940, la France de Pétain et la France de De Gaulle. C'est la même France, mais 2 Frances différentes. Voilà, vous pouvez noter l'appel du 18 juin du général de Gaulle que je vous ai mis en photo, on le voit devant le micro depuis la BBC de Londres. Vous pouvez noter qu'il y a donc aussi une résistance intérieure avec des sabotages, etc. Que dans les résistants, il y avait plusieurs types de résistants. Il y avait des gens qui étaient plutôt pour De Gaulle, donc à droite. Il y avait beaucoup de communistes qui sont rentrés dans la résistance, donc plutôt extrême gauche. Donc c'était difficile de les faire travailler ensemble. Il a fallu créer le CNR, Conseil national de la résistance, dirigé par Jean Moulin, pour les faire travailler ensemble, et ils ont joué un rôle important dans la libération de la France, de Paris en 1944 et de la France. Voilà pour la résistance. Donc à côté du monsieur avec le chapeau, vous pouvez noter, donc c'est Jean Moulin, donc le président du CNR en 1943, Conseil national de la résistance. Alors, je redis encore, la résistance, c'est seulement 2% de la population française. Hein. Vous avez beaucoup de films sur la résistance, on a l'impression que tout le monde était résistant en France, mais non, la plupart des gens vivaient leur vie de façon tout à fait normale. Tout le monde n'était pas collaborateur non plus. Voilà, la résistance, ça concernait quand même une minorité de personnes en France, mais ça a joué quand même un rôle important. Et surtout, pourquoi il faut qu'on parle de la résistance dans la République? C'est parce qu'ils ont joué un rôle dans la refondation de la République de l'après-guerre, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas juste des sabotages, ils pensaient aussi à ce qu'il fallait faire après.
Alors, la répression, elle était très dure sur les résistants, hein, ils étaient fusillés. Alors ici, je vous ai mis une image des fusillades, c'est au Mont Valérien à Paris. Hein, c'est juste à côté de Paris, le Mont Valérien, ça se visite encore aujourd'hui, vous pouvez aller voir les gens qui se sont fait fusiller. Alors je raconte souvent cette histoire en cours à mes élèves, parce que dans ma famille, il y a des résistants. Et mon arrière-grand-père était un résistant, donc lui s'était engagé parce qu'il était communiste, et son frère aussi s'était engagé, et malheureusement leur réseau de résistance avait été un petit peu infiltré, et du coup il y avait un soir, ils avaient une réunion, un rendez-vous pour une réunion de la résistance, ils y sont tous allés, et malheureusement ils ont été attrapés, ils ont tous été fusillés au Mont Valérien, donc justement ici. Sauf mon arrière-grand-père, qui est arrivé en retard au rendez-vous. Comme quoi, d'arriver en retard, ça peut vous sauver la vie, parfois. Voilà, donc je raconte souvent cette histoire à mes élèves qui, après, me disent, quand ils arrivent en retard, c'est en hommage à votre arrière-grand-père, ce que je trouve très drôle. Voilà, donc les résistants, il faut en parler parce qu'ils ont eu un rôle vraiment important dans la refondation de la République. Le Conseil national de la résistance a eu des idées politiques à mettre en place, on le voit ici. Ils ont des idées, ce qu'ils voudraient mettre en place quand la guerre sera finie. Par exemple, une démocratie plus large, ça veut dire faire voter les femmes, remettre le suffrage universel, donc refaire voter tout le monde, retrouver un parlement, une assemblée nationale élue par le peuple. Économiquement parlant, ils avaient aussi des idées pour nationaliser les grandes sources d'énergie, EDF, etc. Ils ont voulu créer la sécurité sociale, et ils l'ont fait, puisqu'en 1945, la sécurité sociale a été créée. Eh bien, c'était une idée du Conseil national de la résistance. Et refaire une nouvelle république. Et ça a été fait, puisque ça a été la 4e République en 1946. Donc voilà, tout ça, ça vient aussi des idées des résistants. Donc il faut le dire. Ça, c'est un document que je proposerai dans quelques années, je pense l'année prochaine, pour les documents pour l'oral. Hein. Pour l'instant, j'en ai proposé que 2, mais j'en proposerai d'autres au fur et à mesure. Donc dans le cours souligné en rouge, les réformes économiques, eh bien, c'est celles qui sont ici. Hein. Retour à la nation des moyens de production. En bleu, les réformes sociales, eh bien, c'est la sécurité sociale ici. Et en vert, les réformes politiques, eh bien, démocratie la plus large, rétablissement du suffrage universel et refonder une nouvelle république. Ça sera en vert. Donc, on va voir aujourd'hui le gouvernement provisoire de la République française, qui a duré de 1944 à 1946. Donc vous notez GPRF, ça veut dire gouvernement provisoire de la République française. On est ici dans le cours, grand 2, là. Voilà. On est au D18. Donc tous les partis politiques à la fin de la guerre, à partir de 1944, quand la France a été libérée et Paris a été libéré, ont appliqué des grandes réformes qui avaient été pensées par les résistants, mais aussi par les partis politiques, pour moderniser le pays, pour refonder le pays. Et du coup, De Gaulle a été nommé chef provisoire, on le voit ici, hein, il est très très grand, hein, De Gaulle, chef provisoire du gouvernement, et il a mis en place ce qu'on appelle un État-providence. Alors, l'État-providence, c'est un État qui prend soin des gens, d'accord, donc qui intervient dans le domaine social, économique, hein, vous notez la définition, afin d'assurer des prestations aux citoyens. C'est par exemple l'assurance chômage, la CAF, la sécurité sociale, les pensions de retraite. C'est ça l'État-providence. Quand on dit un État-providence, c'est un État qui prend soin, qui va venir donner de l'argent quand on est au chômage, donner de l'argent quand on est à la retraite, etc. etc. Et c'est pas le cas dans tous les pays. Donc voilà ce que c'est que l'État-providence. Donc sur le plan économique, beaucoup d'entreprises vont être nationalisées. Par exemple, EDF, vous pouvez noter dans les petits pointillés, les entreprises nationalisées. EDF, il va y avoir des banques, hein, vous pouvez noter les banques aussi, certaines banques vont être nationalisées. Et une des grandes réformes du gouvernement provisoire de la République française, c'est d'avoir accordé le droit de vote aux femmes. Donc, différentes réformes donc sont mises en place, par exemple donc, la sécurité sociale, et donc les femmes qui vont obtenir le droit de vote. Donc on regarde la vidéo ici, sur le droit de vote des femmes, on répond aux questions avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre pause pour noter les choses. Pourquoi les femmes françaises n'obtiennent-elles le droit de vote qu'en 1944 ? En Europe, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les femmes ont le droit de voter dans tous les pays. Dans tous les pays ? Non.
Si l'Allemagne ou l'Angleterre le leur ont donné pour saluer leur participation à l'effort de guerre, la France ou l'Italie ne l'ont pas fait. Pourtant, depuis près d'un siècle, tous les hommes français majeurs ont le droit de vote. On parle de suffrage universel. Beaucoup de femmes comme Hubertine Auclair luttent contre cette inégalité. Elles reçoivent le soutien de quelques partis politiques, mais leurs revendications ne sont pas satisfaites. D'abord car beaucoup de républicains se méfient de l'Église et soupçonnent les femmes d'obéir au curé et de voter pour des candidats favorables au retour d'un roi. Ensuite car un grand nombre d'hommes défendent une vision traditionnelle de la société. La femme est destinée à veiller sur son foyer et son rôle n'est pas de s'occuper de politique. Une féministe, Louise Weiss, s'en amuse. Même si vous nous donnez le droit de vote, messieurs, vos chaussettes seront reprisées. La question fait donc débat. Elle est évoquée à 77 reprises au Parlement entre les deux guerres. En 1940, la France s'effondre devant l'Allemagne. Au prix de plusieurs années de combat dans lesquels les femmes se sont engagées, le pays se libère. En plein conflit, le général de Gaulle, alors chef de la résistance, s'engage à réparer cette inégalité. Pour lui, c'est l'un des symboles de ce que doit être la France nouvelle d'après-guerre. Soutenu par la majorité des résistants, de Gaulle signe le 21 avril 1944 un texte de loi qui donne le droit de vote à toutes les femmes françaises de plus de 21 ans. C'est en avril 1945, aux élections municipales, que pour la première fois, elles exercent ce droit. Pourtant, le chemin vers l'égalité en politique est encore long. Les femmes restent très minoritaires parmi les élus de la République. Une seule a été Premier ministre pendant 1 an et aucune n'a occupé la présidence de la République. En 1999, le principe de parité est inscrit dans la Constitution. Les partis politiques ont l'obligation de présenter autant de femmes que d'hommes aux élections. Alors, donc on va répondre aux questions sur ce document. N'hésitez pas à mettre pause, hein, je vais vite pour donner les réponses. Mettez pause quand vous avez besoin. Quand les femmes européennes obtiennent-elles majoritairement le droit de vote? C'est plutôt dans les années 20 hein, en Europe que les femmes vont obtenir le droit de vote. Le premier pays à avoir donné le droit de vote aux femmes étant la Nouvelle-Zélande à la fin du 19e siècle. Quel était l'argument à l'époque qui faisait qu'on ne donnait pas le droit de vote aux femmes? C'était qu'elles allaient voter comme les curés, parce que les femmes allaient souvent à la messe, à voir les curés, etc. Et du coup, elles allaient voter comme les curés, et les curés votaient à droite. Donc même la gauche a refusé le droit de vote, qui se disent plutôt progressistes au niveau social, ils avaient refusé le droit de vote aux femmes. Donnez le nom d'une manifestante pour le suffrage des femmes. Vous avez donc Hubertine Auclair en France, A-U-C-L-E-R-T. Hubertine Auclair, qui a été une grande manifestante pour le droit de vote des femmes, qui est morte malheureusement avant d'avoir vu son combat aboutir. Quels étaient les autres arguments? Les autres arguments, c'était que la femme ne pouvait pas comprendre la politique, par exemple. C'était aussi l'idée que le foyer allait être délaissé. Si les femmes faisaient de la politique, eh bien, il n'y aurait plus à manger à la maison, il n'y aurait plus les chaussettes reprisées, on s'occuperait mal des enfants, etc. Donc c'était les autres arguments. Et puis l'idée que la femme, elle avait un cerveau plus mou et que du coup, elle ne pouvait pas comprendre la politique et que ça serait le combat. Les femmes étaient hystériques, donc elles ne pouvaient pas faire de politique. Ça, c'était les arguments qu'on entendait. Qui est Louise Weiss? Oh, j'ai écrit Louis Weiss, excusez-moi, mais c'est Louise Weiss. Il faut mettre un E. C'est une suffragette, c'est une grande suffragette française des années 30, 40. Et elle a vu le combat aboutir. Combien de fois a été évoquée la question au Parlement? Ça a été voté 6 fois. Ça a été retoqué 6 fois. Qui veut donner le droit de vote aux femmes? Eh bien, c'est le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle qui va vouloir donner le droit de vote aux femmes. Donc, quand est-ce qu'elles obtiennent ce droit? En 1944. Quand votent les femmes pour la première fois en 1945? Combien de femmes ont été Premier ministre? Une seule. C'est Édith Cresson, qui était Première ministre de François Mitterrand. Et qu'est-ce que la parité? C'est l'obligation, quand vous présentez une liste aux élections, qu'il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes. Si le sujet vous intéresse, je vous ai mis le film Les Suffragettes, ça se passe en Angleterre, mais c'est vraiment un très beau film et ça vous montre que c'était vraiment un combat de tous les instants et que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Petit B de 46 à 58, la 4e République. Alors,
Cette république, donc le gouvernement provisoire, comme son nom l'indique, il est provisoire, il ne doit pas être là tout le temps. Donc en 1946, on va voter pour refaire donc une nouvelle république. Et à ce moment-là, il y a deux courants. Il y a Charles de Gaulle et Maurice Thorez. Donc de Gaulle à droite, Maurice Thorez un communiste à gauche, et ils ne sont pas d'accord. Donc Maurice Thorez, c'est le chef du PCF, Parti communiste français, vous notez dans les pointillés, et c'est un ministre d'État, et lui, il veut une république avec un système, avec un parlement qui soit très fort. Et en face de lui, il y a de Gaulle qui lui dit non, il faut un pouvoir exécutif fort, il faut que le président ou le Premier ministre ait un pouvoir très fort. Il va y avoir un conflit du coup entre ces deux visions, et finalement celui qui l'emporte, eh bien, c'est Maurice Thorez. C'est Maurice Thorez qui en 1946, du coup, va mettre en place cette 4e république, et de Gaulle, il est vexé, il démissionne. Et il part. Donc voilà, Maurice Thorez et de Gaulle, vous pouvez noter sous les photos, Maurice Thorez et de Gaulle. Donc comment fonctionne cette 4e République? Eh bien, elle fonctionne donc avec un système parlementaire très fort. Voilà. Donc, c'est l'Assemblée nationale et le Conseil de la République qui sont donc le Parlement. Ils peuvent investir le gouvernement et le renverser. C'est pour ça qu'ils ont ce pouvoir fort. Les citoyens électeurs votent ici donc pour les Bleus, mais vous voyez que le président de la République n'est pas du tout élu par les citoyens comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà cette 4e République. Quel est le principal problème de cette République? Eh bien, le problème, en fait, c'est que l'Assemblée peut renverser tout le temps le gouvernement. Et donc, en 12 ans, il y a eu 23 gouvernements différents. Ça a changé tout le temps. Dès qu'ils n'étaient pas d'accord, ils renversaient le gouvernement. C'était très compliqué. Donc combien de temps elle a duré? 12 ans. Combien de gouvernements se sont succédés? 23. Et quel événement va précipiter la fin de la 4e République? C'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, vraiment, ça va précipiter cette République. Donc il y a eu 2 présidents sous la 4e République. Vincent Auriol jusqu'en 47-54, et René Coty 54-59. Et vraiment, le bilan est très mitigé, parce que ça ne fonctionnait pas de donner trop de pouvoir au Parlement. Il pouvait à chaque fois faire sauter le gouvernement, et c'était très compliqué. Il y avait une grande instabilité, un turnover, on dirait aujourd'hui, très important. Donc, on va mettre en place vraiment une 5e République, et je vous en parle donc dans la 4e partie de ce cours. Ciao!